Bonjour Claire Chalon-Belval, je suis ravi de vous Bonjour, recevoir. Merci de nous faire moi aussi. confiance pour cette première. Est-ce que déjà vous allez bien aujourd'hui? Oui, merci. Super, bah écoutez, ravi de pouvoir échanger avec vous en tout cas. On va parler aujourd'hui de pas mal de choses. On va parler de philosophie, d'anthropologie, d'éthique. On va parler aussi d'éducation, de la jeunesse en ligne générale. Et on va parler du rapport qu'on peut avoir, la responsabilité, le rôle du chef, le leadership, etc. Pour démarrer, déjà, je vais vous laisser vous présenter, nous dire un petit peu votre parcours, qui vous êtes, etc. Merci. Claire Chalon-Belval, j'enseigne la philosophie depuis une vingtaine d'années. J'ai monté mon entreprise qui s'appelle Filiaction il y a quelques années. Donc, Filiaction qui signifie l'amour de l'essentiel en grec. En ce moment, mes trois activités phares sont la mise en place de parcours d'anthropologie et d'éthique dans les lycées. Donc, j'ai créé le parcours Anthropos et le parcours Ethos à destination des lycéens et je forme les équipes au sein des lycées pour qu'ils puissent le transmettre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'interviens en entreprise. Et troisième point, je fais des formations dans des grandes écoles pour les étudiants. Ok. Voilà, je pourrais dire que je suis, si vous voulez résumer, un peu philosophe tout-terrain, PTT, puisque j'enseigne à des publics extrêmement variés. Voilà, depuis 20 ans, j'ai testé autant les enfants, les adolescents, les adultes, et je suis absolument passionnée par la transmission de la philosophie. J'aime beaucoup chercher et retransmettre de manière un peu concrète ce que j'ai pu trouver, ce qui m'a forgé et ce qui m'a intéressé. Ok. Ok, très bien. La philosophie, c'est une discipline qui est millénaire. Aujourd'hui, là, on est en 2026. Comment va la philosophie en 2026? Alors, elle ne demande qu'à être développée. Je pense qu'on a besoin de la philosophie depuis des millénaires. Aujourd'hui, les problématiques qu'on peut retrouver, je pense à trois terrains importants. Aux adolescents. Les adolescents, enfin alors les adolescents, mais ça peut être aussi les adultes, ont besoin de prendre le temps. On est dans une période où tout va très vite. On scrolle beaucoup. On pourrait avoir le sentiment d'avoir des vies vides, comme nous parle Elsa Godard, enfin qui parle enfin voilà de ce sentiment d'avoir beaucoup de vide autour de nous. On a beaucoup un charabia avec les réseaux sociaux. Si on laissait nos téléphones, enfin je sais pas, quand on laisse les fils Instagram par exemple qui défilent, on voit qu'on entend beaucoup enfin c'est des paroles mais qui peuvent être un peu vides. Et donc la philosophie est essentielle pour prendre le temps, pour creuser, pour ouvrir notre intériorité, pour retrouver le sens des choses, en fait, pour nous recadrer, nous remettre au bon endroit, j'allais dire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, donc autant pour les adultes que pour les adolescents, de faire cette expérience de la réflexion, de l'intériorité, du questionnement. Je le sens vraiment quand j'enseigne, enfin, voilà, quand je transmets les parcours Anthropos aux adolescents, ils sont avides en fait de ce temps qu'ils ne prennent pas par eux-mêmes. Voilà pour les adolescents. Ensuite, je vois bien que on en a besoin en fait pour tout ce qui est en lien avec les technologies. Ouais. Les technologies se développent de plus en plus, tout ce qui est en lien avec les systèmes algorithmiques. Et donc, on a des questions éthiques qui se posent par derrière. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit les mettre en place? Enfin voilà, est-ce qu'il faut privilégier la sécurité? Est-ce qu'il faut privilégier la liberté des concitoyens? C'est des questions qui se posent, des questions qui sont philosophiques. Mhm. On voit aussi toutes les questions qui sont en lien avec la maîtrise de la vie. On maîtrise de plus en plus la vie, que ce soit au début ou à la fin. Mhm. Est-ce que c'est parce qu'on maîtrise la vie qu'on doit absolument enfin, voilà, être maître de cette vie? Est-ce qu'il y a des garde-fous éthiques à avoir? En fait, vous voyez qu'il y a des milliers de questions qui se posent en philosophie, que ce soit depuis des millénaires, mais aujourd'hui encore, et aujourd'hui encore plus, j'allais dire, avec tout ce qu'on peut faire. Voilà, la question, c'est est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'on doit vraiment le faire, en fait? Vous avez parlé d'Elsa Godard, c'est une philosophe aussi? C'est plutôt une sociologue qui dresse des traits toujours intéressants sur la société.
Et j'aime bien m'appuyer sur ce qu'elle dit. Enfin, souvent, elle nous donne des indications sur ce qui se passe en fait en ce moment, et ça nous pousse à réfléchir. Voilà, les sociologues, souvent, ils dressent un trait sur la société, ils nous montrent un constat, et avec la philosophie, on va essayer de creuser, donc d'aller plus loin, en fait, pour répondre aux besoins, en fait, dont peuvent avoir, enfin voilà, les besoins auxquels on peut être confronté, en fait. Ok. J'ai regardé un petit peu sur votre site. Vous dites que la philo, pour vous, ça a été une découverte magique. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette découverte et ce que c'est la philosophie exactement pour vous? Oui, alors, quand on parle de magique, on pense à une force un peu extraordinaire, un peu secrète, et cetera. Donc quand je dis que ça a été une découverte magique, c'est pas tant sur, le côté, secret, mais sur le côté un peu extraordinaire. Vous voyez que la philosophie, c'est quelque chose qui ne se voit pas. En fait, vous me voyez, vous ne vous dites pas directement que je suis philosophe. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête, dans mon intériorité. Et pourtant, ce qui est intéressant avec la philosophie, c'est que, la manière de penser va nous transformer de l'intérieur. Je sais pas, un ébéniste, quand vous voyez un ébéniste, il y a un produit qui est extérieur. Un ébéniste, il va créer un meuble, il va créer une sculpture, on va pouvoir la voir. Le philosophe, en fait, enfin voilà, il va lire, il va réfléchir, il va s'interroger, il va échanger avec d'autres. Et en fait, ce qui va le transformer, c'est lui-même. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la philosophie a quelque chose de magique. C'est qu'en fait, le fait de philosopher, de réfléchir, de comprendre le monde, de comprendre les hommes, de comprendre, enfin voilà, de s'interroger, ça nous transforme véritablement de l'intérieur. Et donc, enfin voilà, c'est un peu en cela que la philosophie, j'ai trouvé qu'il y avait une force magique. Et puis, ça m'a donné des clés impressionnantes pour être en relation, notamment avec les autres. Donc, moi, la philosophie m'a aidé à mieux comprendre, à mieux analyser et du coup à mieux aimer ceux qui sont autour de moi. Voilà, j'ai des enfants, ça m'aide pour éduquer mes enfants, pour comprendre dans quel sens est-ce que je vais les orienter, comment faire pour les sanctionner. Quand on dit donc sanctionner, c'est rendre sacré, donc comment faire pour rendre sacré les règles. Enfin, ça me donne de la profondeur en fait dans les actes que je fais. Voilà, donc c'est un peu pour ça ça a été une découverte vraiment magique pour moi. Ok. Ça, c'est un peu la philosophie par les effets. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la philosophie? Alors, la philosophie, donc, pour ceux qui ont fait du grec, c'est philosophos, donc c'est l'amour de la sagesse. Donc, la philosophie, c'est vraiment ce désir de chercher la vérité, la sagesse. Cette sagesse, on peut avoir l'impression qu'elle est déconnectée de la réalité, mais pas du tout. Il peut y avoir un côté très spéculatif, comme le mathématicien aime voir ses démonstrations sur un tableau et émerveillé devant des démonstrations qui peuvent être assez spéculatives, contemplatives. Mais il y a aussi un côté pratique, en fait, dans la sagesse. Voilà, enfin, vous imaginez quand on se pose une question de vie, une question d'orientation, une question de choix affectif, souvent on a besoin d'aller voir un sage. Donc moi, je pense au roi lion. Je trouve ça assez parlant là, quand on voit le vieux sage, le vieux singe là. C'est lui qu'on va voir pour avoir des directions pour notre vie. Et donc la philosophie, elle nous présente une sorte de sagesse morale en fait en nous disant bah voilà, est-ce que tu t'es bien interrogé, qu'est-ce que c'est que pour toi le bonheur et voilà, en cela elle est très pratique aussi. Ok, ouais, ça se télescope presque avec la figure du prêtre. En tout cas, Rafiki dans Le Roi Lion, c'est un peu, enfin, c'est aussi un prêtre. Oui. Oui, alors enfin, je sais pas ce que vous entendez par la figure du prêtre. Enfin, Bah, de fait, dans Le Roi Lion, c'est Rafiki qui baptise Simba au début du film. Et en effet, il a aussi la figure du philosophe. oui, oui. Mais et puis en fait, effectivement, peut-être qu'avec la figure du prêtre, ce qui vous intéresse, c'est cette idée de nous emmener vers quelque chose de plus haut, en fait. Et Ok. donc c'est ce qu'on va trouver effectivement chez le Je- philosophe. Justement, par rapport à ça, qui sont enfin, dans cette optique de quelqu'un qui vous emmène plus haut, ou en tout cas vers quelque chose, vous, qui est-ce qui vous a emmené? Quelles sont vos références, vos sources philosophiques principales, justement, qui vous ont amené à la philosophie? Alors j'allais dire, il y en a une multitude. J'ai commencé moi plutôt, enfin ceux qui m'ont, enfin voilà, qui m'ont nourri, qui continuent à me nourrir. J'allais dire c'est principalement les philosophes grecs, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui
En fait, on dit souvent rien de neuf sous le soleil. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, en fait, que les Grecs avaient déjà pensé. Donc, j'aime beaucoup, étudier les philosophes grecs. J'ai enseigné l'histoire de la philosophie grecque pendant quelques années en plus. Donc, ouais, j'ai passé du temps à leur contact. Parce que quand on lit un livre, c'est toujours intéressant. En fait, on rentre dans la pensée de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si on était dans un dialogue, on échange avec quelqu'un. Donc, il y a quelque chose d'assez vivant. Donc, dans les philosophes grecs, alors j'aime beaucoup Socrate, qu'on connaît principalement par Platon, parce qu'il est vraiment il aime bien interroger, questionner, s'étonner sur le réel. Aristote, je le trouve passionnant parce que il a un côté très méthodique et assez réaliste. Donc il prend le concret, il est vraiment en lien avec le réel, avec le concret, il n'est pas trop déconnecté. Platon, je trouve ça très beau, sa manière dont il écrit, il a un côté un peu poète. Et puis, alors lui, c'est un peu un perfectionniste, il aime bien ce qui est idéal. Et donc, voilà, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous transcende souvent. Donc, Platon, je le trouve intéressant pour cette raison. Et puis, il y a toujours des images, Platon, qui sont belles, qui sont parlantes. Voilà. Ensuite, vous voyez, chez les philosophes grecs, on peut même trouver des choses intéressantes chez des philosophes qui peuvent être un peu étonnants. Je pense à Pyrrhon. Pyrrhon qui était un sceptique et qui, lui, préférait pratiquer l'absence de parole et l'absence de jugement. Mais chez lui, on voit un côté un peu perfectionniste. C'est celui qui a tellement envie que ce soit parfait qu'il se dit qu'il ne trouve jamais le mot juste, en fait, vous voyez. Donc voilà, j'allais dire, bon, ça, c'est les philosophes grecs. J'en reviens souvent à une image d'Aristote que je trouve intéressante, qui nous dit, il fait un parallèle avec un archer, en disant, en fait, pour parvenir à la vérité, c'est rare de se tromper complètement, exactement comme un archer qui tire dans une cible. En général, l'archer, il arrive à tirer dans la cible. En revanche, c'est difficile de vraiment parvenir à la précision. Donc, je ne sais pas si vous devez tirer sur une mouche, sur une cible, ça va être assez compliqué en fait. Et donc, pour lui, on peut trouver des parcelles de vérité chez les différentes personnes qu'on va rencontrer. Donc voilà, donc là je vous parle des philosophes grecs, mais bien entendu, j'aime beaucoup lire aussi des figures philosophiques actuelles. Là dernièrement, les livres sur lesquels j'étais ces dernières semaines, j'étais sur Michel Serres que je trouve intéressant, et sur trois philosophes, trois femmes qui ont vécu au XXe siècle, donc à savoir Simone Weil, Hannah Arendt et Edith Stein, qui sont aussi des figures intéressantes. Voilà, je vous avoue que je lis un peu des philosophes variés. Ok, très bien. Et globalement, je vois que vous prenez vos sources beaucoup, vous avez cité beaucoup de philosophes antiques. Du coup, qu'est-ce qui va différencier votre philosophie à vous des courants dominants de la philosophie actuelle? Je pense notamment dans les universités où ça va être la philosophie continentale, la philosophie analytique. Comment est-ce que vous différenciez par rapport à eux? Alors moi, j'aime bien être en lien avec le réel. Un peu comme Aristote en fait, et essayer de comprendre. Oui, l'intelligence. Le terme intelligence, ça vient de interlegere, qui signifie lire au travers. Et en fait, j'aime bien interroger le réel en me disant qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui est autour de nous. J'aime bien rester dans une philosophie qui reste assez concrète et qui reste vraiment en lien avec la réalité. Voilà, moi, c'est ça qui me parle. Et donc, vous voyez, pour pouvoir lire à travers, ça nous demande quand même d'apprendre à définir, d'avoir une certaine logique, mais ça nous demande aussi de rester en lien avec le réel. Donc, je dirais, c'est un peu les deux choses que je trouve importantes en philosophie, c'est voilà, rester bien connecté au réel pour pas être complètement déconnecté et d'être voilà, le philosophe. Peut-être que vous pensez à quelqu'un qui est complètement déconnecté, qui se prend des portes, qui ça peut arriver, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le réel. Moi, ce qui m'intéresse chez le philosophe, c'est voilà, à la fois prendre de la hauteur, essayer de comprendre les choses le plus profondément possible, à partir des définitions, à partir des étymologies, à partir de ce que ont pu penser ceux qui nous entourent, ceux qui sont autour de nous. Ça me fait penser à une phrase de Newton que je trouve très forte, qu'il reprend à Bernard de Chartres, et qui dit nous ne sommes que des nains juchés sur des épaules de géants. Et je trouve ça extrêmement fort, en fait. De se dire, on va s'appuyer sur
ce que nos prédécesseurs et ce que nos ceux qui nous entourent ont pu nous dire. Donc voilà, j'aime bien cette dimension de réflexion, mais qui reste vraiment dans le concret et dans le réel. Ok. Dans les géants justement qui nous ont précédés et sur lesquels on est sans doute juché sur les épaules, il y a aussi des philosophes du soupçon. Je pense dans les philosophes modernes, à des Descartes, à des Kant qui nous disaient qu'on ne pouvait pas connaître la réalité. Comment est-ce que, après ces philosophes-là, conserver une philosophie réaliste peut continuer à avoir du sens Oui, alors moi, ce que j'aime, enfin, ce qu'on peut retrouver, vous voyez, chez Kant, mais c'est ce qu'on retrouvait aussi chez Platon, c'est vraiment ce désir de perfection, en fait, et qui est assez légitime. C'est beau de voir des hommes qui sont attirés par une perfection, par quelque chose d'idéal. Mais vous voyez qu'à force d'avoir un désir de perfection, en fait, la réalité, le danger, ce serait de s'éloigner de la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir une réponse. Bah oui, en fait, on ne peut pas tout connaître. Il y a beaucoup de choses qui vont rester des mystères autour de nous, mais on peut en connaître certains aspects, en fait. Donc voilà, c'est un peu la raison. Enfin voilà, j'aurais pu suivre effectivement des philosophes idéalistes. Je trouve que leur désir est beau, mais en fait, au final, on reste des hommes et on ne peut pas avoir accès à tout, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des idées que vous défendiez il y a quelques années ou peut-être quand vous étiez plus jeune et qu'aujourd'hui vous trouvez peut-être un peu fausses ou naïves C'est une bonne question. Je saurais pas trop quoi vous répondre, je vous avoue. En fait, la pensée est en mouvement. Enfin, vous voyez, moi, je trouve ça très difficile d'écrire. Pourtant, j'ai écrit des parcours. Enfin, voilà, j'ai écrit le parcours Anthropos et le parcours Ethos, mais chaque année, il évolue. Mais je trouve que Mhm. la pensée est en perpétuelle évolution. Donc oui, vous me mettez dans je sais pas, des cours que j'ai donnés il y a quelques années, sans doute que je vois les choses différemment, mais je ne saurais pas vous dire précisément quoi. Je pense que je suis peut-être plus bienveillante. Je suis peut-être plus bienveillante avec des philosophes qui me paraissaient peut-être très extravagants avant, et Ouais. peut-être que j'ai plus de. Enfin, vous voyez, je vois plus ce qu'ils ont vraiment cherché à trouver, enfin, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont cherché à connaître. Je pense que j'ai. Enfin, vous voyez, ce texte d'Aristote sur l'archer, le parallèle avec l'archer, m'a Ouais. vraiment percuté. Je l'ai trouvé il y a quelques années. Il m'a vraiment percuté en me disant, bah oui, en fait, on a tous ce désir de connaître, ce désir de sagesse, de vérité, et on a tous quelque chose à dire. Euh, voilà. Oh, si j'allais dire peut-être que ce qui a évolué, est-ce que c'est mon rapport à la vérité? Non, je sais pas. Je saurais pas vous répondre exactement. Ok, pas de souci. L'idée, c'est d'évoquer un peu le sujet aussi de l'anthropologie, de parler de votre vision de l'homme. Quelle définition de l'être humain, enfin, sur quelle définition de l'être humain plutôt vous basez pour fonder tous vos parcours et votre pensée? C'est une très bonne question que je trouve très importante, parce qu'en fait, effectivement, quand on parle de l'homme, on a plusieurs options. En fait, on peut partir sur des discours extrêmement différents. Et souvent, quand on fait, enfin, je sais pas, quand on fait de l'anthropologie, quand on parle de l'homme ou autre chose, on montre pas les différents panels auxquels on peut être confronté. Alors, pour vous dresser un panneau rapidement, euh, enfin voilà, moi je m'appuie plutôt sur la définition de l'homme qui consiste à dire que l'homme est un animal rationnel. Donc l'homme est à la fois corps et âme, il est doté d'une raison. Sa raison va, enfin voilà, l'homme va pouvoir s'appuyer sur sa raison, sur son intelligence pour diriger sa vie. Il y a vraiment cette idée que le corps et la matière sont liés. J'aurais pu m'appuyer sur une vision qui est beaucoup plus structurale, qu'on peut retrouver actuellement. Qu'est-ce que c'est que l'homme structural? C'est le Oui. fait de dire que l'homme est, enfin, de regarder l'homme pas par rapport à sa nature, pas par rapport à ce qu'il est, mais de regarder l'homme par rapport à tout ce qui l'entoure. Donc le fait de dire, ben voilà, moi, Claire, je suis pas tant un homme que ça. En fait, je suis plutôt le résultat de structure. Donc, je suis le résultat du langage dans lequel j'ai été éduquée. Voilà, je parle français, donc j'ai une certaine manière de voir le monde. Si je parle à Esquimau, je verrai le monde d'une manière complètement différente. Donc, vous voyez, c'est le fait C'est de se vrai dire. ça en même temps. Alors, c'est tout à fait vrai, mais en fait, quand on regarde l'homme seulement par rapport à des structures, que ce soit la psychologie, l'inconscient, les rêves, la sociologie, etc., on risque Mhm. d'en oublier l'homme, en fait. Et donc,
Et c'est un peu une tendance actuelle où en fait on va regarder tout ce qui nous a formaté de manière extérieure et qui est réel en fait, mais sans regarder la nature de l'homme. Donc on va expliquer ce que vous allez faire par tout ce que votre mère a pu ressentir dans son ventre en vous attendant, par le traumatisme de votre naissance, ce qui est vrai. Effectivement, on subit des traumatismes, etc. On est formé par tout ça, mais en fait, on est plus que ce passé, plus que ces conditionnements qui nous entourent. Et donc, c'est là où je trouve ça intéressant de regarder l'homme aussi en tant qu'un animal rationnel, en fait. Et donc, on est à la fois, enfin, vous voyez, quand vous entendez animal rationnel, il y a vraiment cette idée que oui, on a un côté animal, il y a des choses qu'on subit chez nous, il y a des choses qui sont instinctives, notre corps est marqué par les traumatismes qu'on a pu subir, par notre vie, etc. Mais on a aussi une dimension rationnelle qui fait que on a aussi une liberté d'agir dans un sens ou dans un autre à partir de ce qu'on a reçu et de ce qui nous a percuté en fait. Donc voilà, donc vous voyez, on pourrait parler de l'homme d'un point de vue structural, mais je trouve que ça n'est pas suffisant. Et une autre manière de voir l'homme, ce serait plutôt voir l'homme, un homme neuronal, ce qui est assez à la mode, le fait de se dire, en fait, on n'est que le fruit de matière, d'ADN, de gènes, de déterminisme, vous voyez, qui est plus matériel. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de regarder l'homme pas seulement comme de la matière. En fait, on voit bien que votre corps est différent d'un bureau, d'un fauteuil. En fait, il y a bien quelque chose de spécifique chez le corps humain. Le corps humain est animé et il y a quelque chose d'assez incroyable. Enfin, quand on fait bien la différence entre un cadavre et un être humain, il y a quelque chose de fantastique chez un être humain. Et c'est notamment son intelligence, ses émotions, sa volonté, et je trouve ça passionnant. Donc voilà, je vous ai dressé trois, manières anthropologiques différentes d'aborder l'homme. Donc à savoir, soit aborder l'homme d'un point de vue structural, donc seulement en fonction des structures qui l'entourent, soit d'un point de vue neuronal, donc seulement en fonction plutôt de la matière, et soit voir l'homme comme l'animal rationnel, donc à la fois un mélange de matière et d'âme, d'autres choses, de forme. Et donc moi, je vous avoue que c'est plutôt sur cette dernière manière de voir l'homme que je m'appuie. Et pourquoi pas les trois en même temps? Parce que finalement, les trois proposent des visions qui apportent quelque chose que les autres n'apportent pas. Oui, alors effectivement, on pourrait les combiner, mais je pense qu'en fait, elles se résument dans l'animal rationnel, en fait. Parce que quand vous parlez d'animal, du coup, vous êtes en lien avec une certaine matière. Donc il y a cette idée, vous voyez, de neurones qui est importante. En fait, oui, je pense que oui, vous avez raison. Et les structures, en fait, les structures, je trouve qu'elles viennent après, en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un être humain en dehors de toute structure, vous voyez. Et ensuite de voir qu'est-ce que les structures ont pu apporter sur la construction de l'être humain. Je pense dans le parcours Anthropos, par exemple, avec les lycéens, quand j'aborde l'homme, on passe un semestre sur qu'est-ce qu'un être humain, donc qu'est-ce que ça signifie animal rationnel. On va étudier les émotions, la volonté, l'intelligence, l'imagination, etc. Et dans un deuxième temps, on verra en fait qu'est-ce qui vous a formé et qui a fait que vous êtes tel homme et non tel autre. Et vous voyez que les structures, en réalité, elles viennent dans un deuxième temps, en fait. Elles viennent spécifier l'homme qu'on peut voir de manière générale. Ok. Tout à l'heure, vous avez pas mal parlé vous avez un petit peu parlé d'Aristote. Aristote, je me suis un petit peu renseigné. Il y a des choses chez lui qui sont un peu, qui paraissent aujourd'hui complètement dépassées. Je pense à quand il va qualifier la femme de mal manquée, ou qu'il va déclarer qu'il existe des esclaves par nature. Déclarer ça aujourd'hui, ça paraît déjà très politiquement incorrect et franchement dépassé. Pourquoi toujours prendre en référence quelqu'un qui a un discours qui paraît aussi dépassé que ça? Oui, alors en fait, vous avez pris un point chez Aristote, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant. En fait, moi, j'aime pas les systèmes, vous voyez, de pensée. Donc moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de rencontrer, voilà, qu'est-ce que l'autre a pu me dire vraiment de juste, d'important, quoi, ce qu'il va m'aider dans ma recherche de la vérité. Et donc, je vous avoue que Aristote, moi, il m'a surtout, il m'a intéressé surtout pour, ça peut être sa logique, sa manière de penser, son discours sur l'homme, donc où il parle d'animal rationnel.
plus qu'effectivement, alors ça pourrait paraître des points importants, mais j'allais dire c'est plus des détails en fait chez lui. C'est deux notions qui sont liées à un côté culturel en fait. Donc voilà, mais c'est vrai que comment? C'est dû à la structure dans laquelle il a grandi. Ouais, sans doute, c'est ça. Mais on peut prendre du recul par rapport à cette structure justement. Donc voilà. Okay. Mais donc, rassurez-moi, Claire, vous n'êtes pas un mal manqué. Non, j'ai une certaine perfection justement dans ma féminité, et ça, je trouve ça passionnant. Enfin, je trouve ça passionnant enfin, vous voyez, de voir la spécificité de l'être, de l'homme, du masculin, la spécificité de la femme. Ça a plein de répercussions. J'ai souvent travaillé avec des femmes justement sur cette spécificité, vous voyez, qu'on peut retrouver chez la femme. Pas que ce soit, vous voyez, deux espèces qu'on retrouve chez l'être humain, mais en fait, on ne peut pas le nier. Il y a quand même des choses qu'on va retrouver chez la femme et qui sont différentes chez l'homme, notamment au niveau de la matière. Vous ne pouvez pas le nier. Au niveau biologique, il y a quand même des différences entre les deux qui ont des répercussions dans notre vie personnelle. Voilà. Ok, très bien. On a brossé le sujet de la philosophie, on a parlé d'anthropologie aussi. Quelle différence vous faites entre les deux? Entre philosophie et anthropologie, oui. Très bonne question. Effectivement, l'anthropologie, alors c'est un terme assez équivoque parce que quand on parle d'anthropologie, parfois en université, on fait référence à la discipline qui va étudier tous les comportements humains dans les différentes cultures. Moi, ce qui m'intéresse dans l'anthropologie, c'est plus le sens de anthropos, logos, le discours sur l'être humain. Donc, c'est le fait de se dire qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et en fait, voilà, l'anthropologie, c'est une partie de la philosophie. Vous retrouvez plein de parties dans la philosophie, donc qui est l'amour de la sagesse. Donc, on peut s'interroger sur l'homme, on peut s'interroger sur tout ce qui est de l'ordre de l'éthique, donc sur le bonheur, la liberté, etc. Il peut y avoir toute une partie qui est de l'ordre de la philosophie politique. On peut retrouver de la logique, où c'est plus en lien avec le raisonnement. Vous voyez, autrefois, la grammaire faisait partie de la philosophie. Enfin voilà, il y a des parties extrêmement différentes en fait en philosophie. Et donc l'anthropologie est une partie de la philosophie. Ok, très bien. Et on sent que, en fait, on touche très vite à des sujets de société. Vous, là, aujourd'hui, c'est quoi la plus grande contradiction que vous voyez dans notre société actuelle ou dans nos sociétés? La plus grande contradiction, il y en a plein, je pense. Alors, je pense que on pousse au bien-être, à l'efficacité, au développement personnel, etc. Mais on oublie l'essentiel. Justement, on oublie l'essentiel. En fait, vous regardez les vidéos Instagram, les vidéos sur TikTok, Instagram, etc. Souvent, on essaye de montrer ce qui va nous rendre heureux, donc on voit quelque chose de complètement idéal, etc. Et en même temps, tout ce déroulement, de vidéos, s'oppose à un désir de l'homme, ou à un besoin de l'homme, en fait, de cultiver l'intériorité. C'est un peu bizarre comme terme, intériorité, ça vous parle peut-être pas du tout. Mais ce que je vois, c'est que effectivement, on a plus, on extériorise davantage ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, etc. Mais je me demande si c'est pas, vous voyez, en contradiction avec ce qui nous rendrait vraiment heureux, à savoir, prendre un certain, mettre vraiment notre humanité, développer vraiment notre humanité et développer cette intériorité. Vous voyez que finalement, les gens qui sont les plus heureux, c'est pas forcément ceux qui ont un compte Instagram qui est très idéal avec des photos incroyables, des choses incroyables à faire, mais c'est peut-être ceux qui ont une vie simple et qui sont heureux en fait de ce qu'ils font parce qu'ils sont à leur place et qu'ils habitent leur vie en fait. Vous voyez, ce concept de vie vide que nous développe Elsa Godard, je le trouve très juste. C'est que peut-être que les gens, les jeunes ont un vide en eux qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques générations parce qu'ils sont déconnectés en fait de la réalité. Ils sont plus sur l'apparence qu'ils vont montrer autour d'eux. Et on le voit chez les jeunes, il y a vraiment un
un diktat des apparences, même s'ils essayent de s'en détacher, en fait, enfin voilà, il y a vraiment cette course aux apparences qui va s'opposer avec tout ce qui va les rendre vraiment heureux, à savoir développer leur intériorité et vraiment habiter leur humanité. Je ne Ok. sais pas Et si du coup, ça répond à votre question. si, tout à fait. Mais c'est juste qu'est-ce que ça dit en fait, enfin plutôt qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que il y a là il y a un environnement en fait que vous décrivez qui est pas favorable au développement de l'intériorité chez les jeunes. Complètement. Ouais, Mais complètement. derrière il y a énormément de structures. Je pense à l'école, aux associations, qu'elles soient sportives ou autres, pour justement permettre aux jeunes de se développer. Et qu'est-ce qui manque justement Ouais. dans ces structures-là actuellement pour permettre aux jeunes de développer cette intériorité, comme vous dites, qui mène au bonheur? Alors enfin, en fait, déjà, je pense que l'usage du smartphone, enfin, c'est une réelle problématique, en fait. Enfin, moi, je le vois avec les jeunes avec lesquels je suis en contact. Donc je suis principalement en contact avec des secondes et des premières et c'est un sujet, en fait, pour eux, les écrans, enfin, ils me le disent clairement, ils sont addicts aux écrans et ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et en fait, ça a plein de conséquences chez eux et ils sont capables de les nommer, donc c'est assez touchant, hein, parce qu'ils sont capables de dire, bah voilà, effectivement, enfin, j'ai une certaine addiction, je passe du temps dessus. Ça a des conséquences parce que j'envie les autres, parce que je suis dans le culte de l'apparence. Et ils disent ça Donc parce ça, on qu'ils en peut. souffrent vraiment ou c'est parce il y a un discours Ouais, alors ambiant un peu non, non. culpabilisant En fait, sur ce le qui est smartphone? touchant, c'est que souvent, ils en viennent à le dire. En fait, c'est pas moi qui les induis à ce comportement, c'est que je fais Ok. des exercices donc dans le parcours Anthropos avec eux et notamment, il y a un exercice pour leur faire, développer leur volonté où je leur dis, bah: «Essayez de choisir un domaine dans lequel vous voulez progresser et on va essayer de mettre en œuvre, une action concrète et cetera pour que vous développiez votre volonté». Et ce qui est étonnant, c'est que très souvent, donc vous voyez que c'est assez, enfin ma question n'est pas du tout, enfin elle est très large en fait. C'est que très souvent le thème qui revient, c'est bah voilà madame, je dors pas assez. Et ben pourquoi est-ce que tu dors pas assez? Ben parce que je travaille tard. Pourquoi est-ce que tu travailles tard? Parce que je suis trop sur mes écrans. Et donc, vous Ouais. voyez, ça peut être et donc souvent, c'est à partir de là qu'on en parle. Ou alors, ils me disent, ben voilà, moi, je voudrais progresser. Je passe 6 heures sur mon smartphone et je vois bien que je suis addict et que ça me fait pas du bien et j'aimerais progresser. Donc, vous voyez, c'est un constat qui vient d'eux. Donc, j'allais dire, quels sont les remèdes? Ben, la force des parents, mais force à eux. Enfin, moi, je suis maman d'adolescente, c'est pas forcément évident enfin voilà, d'être les derniers à avoir un accès limité au smartphone, c'est pas forcément évident, mais Ouais. enfin voilà, je pense que la force des parents derrière, à tenir derrière eux en les limitant dans leur usage du smartphone, ça peut être, alors effectivement, là j'ai vu que notre président voulait reculer l'âge des smartphones, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il va s'y prendre, l'utilisation des smartphones dans les lycées. Bon, il y a un certain nombre de lycées qui en sont conscients, hein, donc de plus en plus dans les lycées, on interdit l'usage du smartphone. Mais effectivement, vous soulignez les associations sportives, et effectivement, à l'âge adolescent, ce qui peut vous permettre de développer votre intériorité, c'est aussi en fait d'être en contact avec le réel, d'être en contact avec les autres. Le sport, c'est une super idée parce qu'en fait, ça vous permet ben, voilà, de faire comment dire, d'être en contact avec le sens de l'effort et d'avoir ce temps où en fait vous êtes dans votre sport, donc vous ne faites pas, enfin vous n'êtes pas en train de scroller et de faire autre chose avec. Donc ça peut être le sport, ça peut être, vous voyez, moi c'est aussi un peu le challenge des parcours Anthropos et Ethos que je mets dans les lycées, c'est leur donner 1 heure par semaine où en fait on s'interroge, on questionne et enfin voilà, on réfléchit, on fait un retour sur notre vie, sur des choses, mais voilà, on prend conscience en fait de notre intériorité. Donc vous voyez, ça peut passer par des parcours comme ça. Enfin voilà, ensuite ça passe par des choses extrêmement variées, mais j'allais dire oui, ce qui va rentrer en compte, c'est tout ce qui est activité sportive, artistique, les parents bien évidemment, et puis les éducateurs qui sont autour d'eux en fait. Qui ont un rôle, donc les éducateurs, que ce soit les professeurs, les surveillants, enfin tous les adultes qui les entourent, en fait, qui les poussent à cette intériorité, en fait. Mais Mm. effectivement, il faudrait déjà qu'on ait des adultes qui soient, enfin, qui soient bien informés et pour pouvoir le retransmettre, en fait. Donc s'il y a un manque aujourd'hui, c'est dans la formation des encadrants en fait, en général. Alors, je pense que c'est un point clé, effectivement. Souvent, en tant qu'adulte,
on fait les choses de manière un peu machinale, mais sans savoir d'où ça vient. Et le fait de mettre des mots, le fait de s'interroger, ça permet de les faire avec beaucoup plus de poids, beaucoup plus de profondeur. Et vous voyez, moi, je suis assez touchée, impressionnée par les animateurs que je forme. Donc, je forme un certain nombre d'animateurs qui retransmettent des parcours les parcours Anthropos et Ethos aux élèves. Et franchement, ils me disent tous, mais en fait, j'adore le parcours pour le transmettre, mais aussi pour moi. Et en fait, ils me disent, mais moi, ça m'apporte des choses dans ma vie de tous les jours. J'avais pas pris le temps de réfléchir sur ce point-là. Et ça m'apporte des clés très importantes dans ma vie de tous les jours. Donc effectivement, oui, je pense que la formation des éducateurs, des adultes est extrêmement importante. Puisque voilà, si on veut avoir des jeunes bien dans leur pompe, bien élevés, etc., bah, on a besoin d'avoir des éducateurs autour d'eux qui soient, qui prennent conscience de leur place, en fait, qui prennent conscience du poids qu'ils ont par rapport aux jeunes, et puis qu'ils soient heureux, tout simplement, voilà, qu'ils soient bien. Ok. Et est-ce que ça, finalement, ça peut pas juste être le rôle du prof de philo au lycée? Oui, alors vous voyez que Pas un la parcours philosophie, extérieur. c'est vraiment la fin, la philo, c'est en terminale. Donc c'est un peu l'aboutissement. Mais alors ce que je trouve très intéressant, c'est que en réalité, voilà, donc en général la philosophie commence en terminale. Moi, je serais évidemment pour la faire commencer plus tôt parce que en fait en terminale c'est rapide. Vous avez presque seulement 9 mois pour rentrer dans un mode de fonctionnement pour préparer le bac. Il y a un enjeu qui est important et vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais en réalité, vous voyez que par exemple le français, je vous disais tout à l'heure que la grammaire avant était une partie de la philosophie, mais le français, en fait, c'est aussi une manière de réfléchir, voilà, d'apprendre qui est le sujet d'une phrase, quelle est l'action. Enfin, vous voyez que c'est déjà en fait une manière de mettre en place une pensée, d'être logique. En mathématiques, on peut trouver une certaine discipline. Donc j'allais dire, vous voyez, toutes ces matières, le français, les mathématiques, l'histoire, sur voilà, qu'est-ce qu'ont fait nos prédécesseurs, qu'est-ce qui s'est passé dans les siècles précédents, pourquoi est-ce que on a régulièrement les mêmes événements qui reviennent, etc. En fait, toutes ces disciplines tendent vers la philosophie en terminale. Mais effectivement, moi, je serais très favorable au fait de mettre en place la philosophie plutôt. Et oui, c'est aussi une des intuitions des parcours donc Anthropos et Ethos qui se délivrent en seconde et première, c'est progressivement de mettre en place cette réflexion qui demande du temps. Vous voyez, c'est pareil, moi j'aime bien agir sur le long terme parce qu'on voit la maturité qui se développe chez les élèves. L'intelligence, en fait, elle ne se développe pas en une seconde. Enfin, je veux dire, c'est pas en voyant une vidéo. Enfin, oui, quand vous voyez une vidéo sur les réseaux, c'est émotionnel, vous avez un impact direct. L'intelligence, elle demande du temps. Ça demande du temps d'apprendre à penser, d'apprendre à accepter la confrontation. Voilà, ça demande du temps. Donc, j'allais dire que oui, la philosophie, bien sûr, on en a besoin, c'est essentiel, mais elle arrive qu'en terminale, quoi. Donc, les professeurs avant, ils font un travail extraordinaire sur aussi la formation des élèves, en fait. Ok. Oui, en fait, vous proposez comme une forme d'initiation pour introduire Euh, le cours de philosophie en terminale? Ah ouais, je pense que c'est essentiel. Oui, ce serait très profitable en fait pour les jeunes. Enfin là, je vois donc les parcours Anthropos et Ethos qui se délivrent en seconde et première. Voilà, ça leur permet de prendre le temps et quand ils arrivent en terminale, en fait, ils ont compris le mode de fonctionnement un peu de la philosophie, même si les parcours que je donne sont très pratiques, donc il y a plein d'exercices, il y a plein d'actions, etc. Donc c'est un peu différent en terminale. Mais ils ont eu le temps, vous voyez, de commencer à se dire, ah bah c'est vrai, quand je me pose une question, il faut quand même que je commence par définir, par comprendre l'étymologie, par essayer de demander autour de moi à des experts qu'est-ce qu'ils en ont pensé avant. Vous voyez que c'est un mode de fonctionnement en fait et qui est utile pour des lycéens, mais qui est utile par la suite. En fait, vous avez tout intérêt à avoir des gens autour de vous qui s'interrogent, qui se questionnent, qui réfléchissent. C'est extrêmement riche en fait d'avoir des personnes qui vont, voilà, qui vont utiliser leur intelligence. J'aime bien, vous voyez, comparer avec les voitures. Peut-être que ça vous parle parce que vous êtes un homme, j'en sais rien. Mais si vous voulez qu'une voiture... Oui, là c'est gratuit, voilà, c'est gratuit, c'est un stéréotype. Bon, j'aurais pu prendre une machine à laver, peu importe, voilà. Bon, en fait, quand vous avez une machine, si vous voulez qu'elle marche bien, c'est important d'en connaître le mode de fonctionnement et puis vous pouvez plus ou moins la pousser, en fait. Voilà, et donc, en fait, on est doté d'une intelligence. Donc, plus vous nourrissez votre intelligence, plus vous
enfin voilà, plus vous l'utilisez, plus en fait vous faites marcher votre humanité à fond, en fait, j'allais dire. Comme la Ferrari, quand vous la poussez, vous la faites marcher à fond, quoi. Ok, très bien. Donc vous intervenez beaucoup auprès des jeunes et l'idée c'est, comme vous dites, de les développer, de les faire marcher à fond. Est-ce que il n'y a pas de disproportion entre ce que vous essayez de transmettre et les personnes à qui vous essayez de les transmettre, puisque vous avez dit que la philosophie, c'était l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est quand même plutôt l'apanage de nos anciens, des cheveux grisonnants et des personnes plutôt âgées et d'expérience. Est-ce que là, en fait, on n'est pas un peu à côté de la plaque en essayant de rendre, de parler de sagesse à des jeunes, en fait, où c'est pas tellement leur sujet, la sagesse, c'est plutôt dans le dynamisme, la construction, et pas tellement la prise de recul. Alors, c'est intéressant, j'allais dire, la sagesse, en fait, vous trouvez une certaine sagesse chez les enfants. Les enfants, ils vous questionnent, voilà, ils ont un émerveillement sur le monde qu'on n'a peut-être plus. Enfin, vous voyez, tout ce qui est en lien avec les premières fois, nous, on s'habitue, puis on s'émerveille plus, en fait, sur les choses qu'on fait tous les jours. Les enfants se questionnent beaucoup, s'interrogent, et donc, j'allais dire, est-ce que la sagesse, on va pas la trouver chez eux? Bon, non, en fait, chez eux, on va trouver surtout le questionnement et une certaine spontanéité qui est très belle et qui est intéressante. C'est toujours intéressant d'être en lien avec des enfants, avec des jeunes, parce qu'ils nous interrogent sur ce qui est habituel, enfin, ce qui peut être habituel chez nous. Et donc, ils nous permettent de nous remettre, j'allais dire, de redonner du sens, de retrouver le sens aux choses qu'on fait, par exemple. Alors, est-ce que c'est déconnecté? J'en suis sûre que non. Je le vois à leurs yeux, en fait. Moi, ce que j'adore quand j'enseigne avec des jeunes, c'est de voir les étoiles qui brillent dans leurs yeux. Et en fait, je vois bien que ça résonne chez eux. En fait, vous voyez, c'est aussi les considérer comme des êtres humains en croissance et de leur donner des pistes pour aller plus haut. Voilà. Alors ensuite, ce qui est particulier, c'est que effectivement, chez les lycéens, les parcours que je donne sont quand même assez pratiques. Donc, il y a des exercices, il y a un côté assez vivant. J'essaie de leur trouver des exemples. Parfois, je leur fais passer des extraits de films, des choses comme ça, pour qu'en fait, vraiment, ça résonne chez eux. Mais en fait, c'est jamais trop tôt. Vous voyez, Épicure nous le disait déjà. En fait, à tout âge, on peut philosopher. Et j'ai toujours des retours. Je tiens à faire régulièrement des retours auprès des élèves pour savoir si vraiment ça résonne chez eux. Et les retours sont incroyables. Enfin, sont incroyables. Vous voyez, je suis souvent étonnée. Donc souvent, je vois des étoiles dans leurs yeux. Et ceux chez qui je vois pas des étoiles, parfois, je suis assez étonnée. Je pense à un élève que je trouvais plutôt passif au fond de la classe, à côté du radiateur. Voilà. Bon, je me disais, lui, ça doit lui glisser dessus ce que je lui dis, parce qu'il n'a pas l'air d'être très actif. Pourtant, j'aime bien les interroger et en fait mettre leur intelligence en mouvement, justement, en les questionnant, en leur demandant d'aller plus loin dans leurs arguments, etc. Et cet élève, à la fin de l'année, qui me dit Madame, vous avez complètement changé ma vie avec la philosophie. Je vous avoue que j'étais extrêmement étonnée parce que c'était le dernier auquel j'aurais pensé. Donc, vous voyez, les retours des élèves me font croire que non, en fait, ça résonne chez eux. Et vous voyez, c'est plutôt les prendre, arrêter de les infantiliser, entre guillemets. Infantiliser, c'est sans la parole. On pourrait avoir tendance à les infantiliser. Et là, c'est vraiment les faire grandir, en fait, leur dire, infantiliser, ça veut dire sans la parole? Ouais, infans, c'est celui qui ne parle pas. Ok. Ah oui, comme aphone? Ouais, oui, carrément, oui, je pense que ça va être la même, ouais. Ok. Et adolescent, c'est celui qui est en croissance. Mais donc, vous voyez, pour que quelque chose puisse croître, il faut le porter vers un terme un peu plus grand, quoi. Et voilà, donc, moi, ce que je vois, c'est que ça résonne et j'aime cet âge. C'est beau, c'est un âge en construction. Ils ont encore plein de spontanéité. C'est un bel âge, en fait. Et donc, la sagesse, en fait, elle n'est pas que pour les vieux. La sagesse, on en a besoin tous les jours et les vieux ont besoin de se faire retourner aussi par les jeunes, en fait. Vous voyez, de se refaire questionner par les jeunes. Il n'y a pas d'âge pour la sagesse, en fait. Et puis, oui, la sagesse, vous dites, c'est quelque chose de vieux, grinchonnant, etc. Mais pas du tout. Vous voyez, c'est Augustin d'Hippone qui dit dans ses confessions, le bonheur et la joie de la vérité. Je trouve ça magnifique. Vous voyez, de faire un lien entre la joie et la vérité. Oui, certes, la vérité peut faire souffrir, la vérité peut déranger, etc.
Mais il y a quelque chose, enfin, le sage, c'est quelqu'un qui est profondément heureux et joyeux, j'allais dire, puisque, enfin voilà, enfin, il sait il voit le monde en voyant ce qui est à la fois beau, ce qui est désordonné, mais il y a une certaine joie qu'on peut retrouver chez le sage. Un sage qui serait grincheux, je pense que ce serait pas vraiment un sage en fait. Pourquoi? Ben, parce que, comment vous dire? Je pense que il se porterait pas. En fait, on voit bien que le monde, il y a quelque chose qui est dans le monde, il y a beaucoup de malheur, il y a beaucoup de mal, etc. Mais il y a quand même une force d'être qui est assez étonnante. Et en fait, le sage, il est capable de s'émerveiller et de voir ce qui est beau, en fait. Vous voyez, là, par exemple, dans notre échange, il y a plein de choses sur lesquelles s'émerveiller. Vous êtes un homme, vous avez grandi depuis tant d'années, vous êtes en vie, vous avez développé vos capacités intellectuelles, on a un échange, on arrive plus ou moins à se comprendre. Il y a plein de choses qui sont assez incroyables. Bon, peut-être que ça vous paraît, je sais pas, je sais pas si ça résonne chez vous, Bah, mais si je pour moi, comprends, les dans une métaphes, dynamique d'émerveillement, oui, c'est sûr qu'on est tous le résultat je sais pas trop comment dire ça, mais d'une évolution qui est très, très lente, complexe, qui a demandé beaucoup d'énergie, de temps. Et c'est rien que le sûr fait que qu'on ça, soit en vie. ça peut amener à un certain émerveillement. Oui. Ouais. Alors, ce qui ne veut pas dire, vous voyez, vous pouvez vous dire, bah, peut-être que on ne voit pas la souffrance et le mal. Non, pas du tout, en fait. Parce qu'on sait bien, enfin, on sait tous, on a tous fait l'expérience de la souffrance, du mal dans nos vies. Il y a des choses qui nous énervent, il y a des choses qui nous mettent en colère, il y a des injustices qui nous secouent. Mais en fait, le sage, il est capable de voir plus loin. Il y a une sorte de regard d'espérance, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous voyez, le sage, il ne se demande pas, j'allais dire, pourquoi le mal, mais comment faire pour surmonter ce mal, en fait. Je pense qu'il est plus dans cette dimension, en fait. Ou alors, s'il se demande pourquoi le mal, la deuxième étape, ça va être bah, comment faire pour surmonter ce mal, comment faire pour surmonter cette souffrance. Ok. Là, en soi, c'est des parcours que vous proposez à tous les élèves, en fait, tous les élèves, en tout cas, du lycée. Oui, alors le parcours Anthropos et les parcours Anthropos Ethos, pardon, sont mis en place pour tous les élèves, c'est obligatoire, ils ont 1 heure dans leur emploi du temps par semaine, Ok. soit sur un semestre, soit sur l'année. Et donc, enfin voilà, c'est quelque chose d'obligatoire. Ensuite, c'est intéressant parce que j'avais testé, quand j'ai commencé ces parcours, de le faire sur volontariat. Et donc, j'avais demandé un peu à ma classe dans laquelle ça se faisait, enfin, et où c'était obligatoire à la fin de l'année, je leur avais demandé si jamais vous aviez eu ça en option, qui aurait choisi l'option du parcours Anthropos? Et donc là, vous voyez 2 mains qui se lèvent dans la classe. Et je leur demande, et au final, est-ce que vous êtes content de l'avoir fait? Et là, toutes les mains se lèvent en fait. Donc, ce qui vous manifeste bien que effectivement, bon, bah, en seconde, parfois, enfin, quand on sait qu'il y a des choses qui sont bonnes pour les élèves, c'est pas mal de les mettre de manière obligatoire. Ok. Et du coup, c'est amené, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est présenté à tout le monde. Et moi, la question que je me pose un peu derrière, c'est est-ce que tout le monde devrait faire de la philosophie? Est-ce que tout le monde en est capable? Est-ce que c'est vraiment souhaitable, en fait, de pousser tout le monde à se poser des questions aussi profondes? Est-ce que ça peut pas aussi fragiliser ou en tout cas créer des problèmes Alors, tout le monde en est capable. Enfin, du coup, j'entends plusieurs questions. Je vais essayer de répondre aux différentes questions. Tout le monde en est capable. En fait, vous voyez, c'est comme de la musique. En fait, je ne sais pas si vous jouez d'un instrument. Effectivement, quand vous voyez votre trompette au début, si vous voulez vous mettre à faire de la trompette, ça peut paraître extrêmement complexe. Il va falloir apprendre à mettre bien l'embouchure, à sortir un son. C'est difficile. Mais en fait, vous avez un professeur qui va vous aider. Et donc, vous allez enfin, au bout de quelques séances, vous allez réussir à bien mettre l'embouchure. Ensuite, vous allez réussir à sortir un son, mais il va vous falloir du temps, en fait. Et le professeur est là pour vous aider justement à régulièrement vous mettre au travail, à travailler de manière un peu séquencée, etc. Et puis, au bout de quelques années, vous allez devenir un trompettiste excellent, quoi. Bah, la philosophie, en fait, c'est pareil, j'allais dire. C'est qu'on a besoin, oui, d'un professeur. Vous ne pouvez pas commencer la philosophie tout seul, enfin, à part certains autodidactes qui sont
voilà, chez qui c'est une appétence naturelle. Mais en fait, on a besoin d'un professeur, on a besoin d'avoir, de souffrir parfois. Enfin, moi, je suis très contente quand ils sortent d'une heure de cours où ils sont concentrés, qu'ils ont mal à la tête et très bien. Très bien. Enfin, en fait, c'est pas le cas à chaque fois, je vous rassure. Mais en fait, ça manifeste aussi que, en fait, ils ont travaillé, ils ont été plus loin que ce à quoi ils sont habitués. Donc, oui, j'allais dire, c'est possible. En fait, on a besoin d'un tuteur, vous voyez, pour progresser, mais c'est tout à fait possible. Donc, première question, c'était la possibilité. Deuxième question, vous me demandiez, est-ce que c'est bon, en fait, Souhaitable. pour tout le monde? Oui, souhaitable. Est-ce que c'est souhaitable? J'allais dire, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait, mais enfin, en tout cas, moi, je vois, vous voyez, par exemple, enfin, les parcours que je donne, je pense à ces parcours, mais ça aurait pu être autrement. En fait, il y a rien de néfaste. C'est-à-dire que c'est vraiment leur faire découvrir, donc c'est les interroger, les faire réfléchir et leur donner. Alors effectivement, je m'appuie sur une anthropologie qui est réaliste. On étudie l'homme, on part de la réalité, mais du coup, on va étudier, bon bah voilà, les émotions, comment est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'il faut les réguler, pourquoi il faut les réguler, comment on fait pour les réguler. Vous voyez que en réalité, il n'y a rien. Enfin, au contraire, ça leur donne plutôt un mode d'emploi. D'autant plus, enfin, vous voyez, je pense au parcours Anthropos, mais il est en lien avec les parents. Moi, je tiens à ce que les parents soient au courant de ce qu'on fait. Donc, et les élèves ont des pistes à travailler avec leurs parents à chaque fois, d'une fois sur l'autre. Donc, vous voyez, c'est un peu un garde-fou. C'est-à-dire que d'une fois sur l'autre, donc les élèves ont un livret. Les parents savent que les élèves ont un livret, et d'une fois sur l'autre, ils peuvent échanger avec leurs parents. Je leur mets des pistes, demandez telle chose à vos parents. Donc les parents, vous voyez, peuvent revenir dessus, et éventuellement, si, je sais pas, il y a un élève qui est secoué par sa météo, son intelligence, etc., en fait, il en parlera avec ses parents. Donc c'est l'occasion d'échanger avec ses parents sur ce domaine-là. Donc voilà, je pense à ce parcours. Ensuite, tout prof de philo, de manière plus générale, propose en général plusieurs pistes. Enfin, en terminale, la philosophie, c'est pas quelque chose qui est complètement relativiste. Alors, il y en a effectivement qui développent des ateliers assez relativistes où chacun prend le bâton de parole et où on n'a pas vraiment de résultat à la fin. Ce que je trouve un peu regrettable, mais dans ces cas-là, on n'avance pas trop, en fait. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'avancée. On ressort comme on est rentré avec ses propres opinions et voilà. Donc, il pourrait y avoir ça. Et en terminale, en fait, c'est quand même assez bordé en général. Enfin, vous voyez, les professeurs de philosophie, alors ils font plutôt de l'histoire de la philosophie, mais en fait, ils ont des connaissances assez développées et vont montrer plusieurs manières de penser. Ok. Et ça, c'est plutôt dans un second temps, du coup, en terminale. Oui, oui, pour la terminale, effectivement, ouais. Parce que dans le fait que vous passiez comme ça, entre guillemets, avant le parcours de terminale, est-ce qu'il n'y a pas, parce que vous dites qu'il y a un contrôle par les parents, ou qu'en tout cas, ils sont invités à en discuter avec eux, mais bon, tous les parents ne sont pas philosophes et pas capables forcément de voir Oui, les principes plus ou moins explicites qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que forcément, dans ce que vous transmettez, il n'y a pas des principes anthropologiques qui induisent des conséquences pratiques derrière, qui ne sont pas forcément formulées, mais que vous allez pousser en fait à adopter. oui. Alors, vous avez raison. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, derrière le parcours Anthropos, c'est vraiment une anthropologie réaliste. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va s'intéresser à l'homme en tant que c'est un animal rationnel, en fait. Mais je leur donne souvent plusieurs manières de penser. C'est-à-dire que je leur dis, bah voilà, si on... Enfin, je prends par exemple la séance sur le corps et je leur montre les différentes options avec les différentes conséquences, en fait. Et ensuite, je les amène à leur dire, bah voilà, moi, enfin, effectivement, Les l'option différentes que je options, c'est-à-dire. bah, par exemple, je pense à la séance sur le corps. Ouais. On les fait travailler sur une séance suis-je un corps ou ai-je un corps? Ça peut paraître anecdotique, mais vous voyez qu'en fonction de la réponse, ça va avoir des conséquences pratiques. Donc, si vous avez un corps et que votre corps est très extérieur à vous, vous voyez que vous n'allez pas en prendre soin de la même manière que si vous êtes votre corps. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose de dramatique dans votre corps, si vous êtes brûlé, etc., vous pouvez alors avoir l'impression que vous êtes moins un être humain que si vous avez un corps et que c'est quelque chose qui est très extérieur. Donc, enfin, voilà, il va y avoir des conséquences pratiques derrière. Et donc, je leur montre les différentes options. Et je leur montre l'option qui me paraît la plus probable, à savoir le fait de se dire que bah, voilà, l'être humain est un corps animé, donc il y a vraiment
cette dimension à la fois de corps et d'âme qui sont liées, en fait. Mais à chaque fois, en fait, je les fais définir et je leur montre différentes options. Donc oui, il y a forcément des partis pris, mais en fait, même là, on est en train de parler, il y a un parti pris. C'est que déjà, vous imaginez qu'on peut signifier des choses en commun par nos mots, en fait. On pourrait s'arrêter de parler, être sceptique et se dire, bah, voilà, ne parlons plus parce que qu'est-ce qui me dit que vous êtes réel? Qu'est-ce qui me dit que ça a un sens, que nous faisons? Qu'est-ce qui me dit que je ne devrais pas plutôt manger la table qui est à côté de moi? Bon, là, je m'éloigne un peu, mais enfin, je m'éloigne pas tant que ça, mais bref. Bah, je vous déconseille de le faire, en tout cas, vous allez vous faire mal. Oui, merci. Oui, parce que vous avez un principe de réalité, vous voyez. Oui, c'est vrai. Donc, avec la réalité. Bah, oui, c'est Donc oui, en fait, il y a pratique. effectivement, vous avez raison, il y a toujours des principes qui sont derrière. Enfin voilà, le parcours Anthropos, il y a cette idée que enfin voilà, qu'il y a des principes. On part de la réalité, il y a des choses qui sont réelles et qu'on peut comprendre par des signes. Vous voyez, le fait que vous êtes doté d'une âme, que vous êtes vivant, donc en fait, on le voit par des signes. Je vois la lumière dans vos yeux, mais c'est pareil, quand vous êtes amoureux, vous ne voyez pas un gros cœur qui apparaît autour de vous et des pétales partout qui vous dit tu es amoureux. Non, en fait, vous voyez des signes chez l'autre, que l'autre vous aime, etc. Donc voilà. Et autre chose, c'est que vous voyez, là je vous parle des parcours Anthropos, c'est de la philosophie, mais c'est très vulgarisé en fait. L'idée, c'est vraiment donc c'est très accessible pour des secondes et premières, d'autant plus que mes animateurs en fait ne sont pas des philosophes à la base. Donc je les ai formés au parcours, ils ont eu un certain nombre d'heures, un nombre assez conséquent d'heures de formation. Ils sont formés au parcours, mais ça reste, enfin voilà, c'est vraiment du concret en fait. C'est vraiment bah voilà, les mettre en lien avec leur corps, avec leur intelligence. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence? Comment est-ce qu'elle fait pour fonctionner? Comment est-ce qu'on fait pour la développer? Qu'est-ce que c'est que la volonté? Enfin, vous voyez, c'est vraiment enfin, on en a besoin tous les jours, c'est du concret, quoi. Et puis, c'est ce que je vous dis, il y a toujours des exercices pratiques, il y a des jeux, il y a des... Enfin, moi, ce que je veux, c'est qu'ils retiennent vraiment comment est-ce qu'ils fonctionnent pour que ça les aide dans leur vie. Ok. Après, j'aurais une question un peu sous-jacente à tout ça. C'est, en fait, là, vous proposez un parcours pour des jeunes, pour leur permettre de travailler leur intelligence, de mieux se connaître, de savoir qui ils sont, pouvoir du coup mieux se projeter dans la vie. C'est en lien avec les parents, donc ça implique à la fois les élèves, l'école, les parents, donc ça réunit toute la communauté éducative. De fait, vous dites que les élèves eux-mêmes sont conquis par les formations, puisque derrière, à la fin, ils disent que en fait, il y aurait eu plus de volontaires que prévu, comme vous disiez tout à l'heure. Pourquoi c'est pas déployé dans tous les lycées, dans tout le pays, depuis déjà plusieurs années? Oui, bah, c'est une bonne question. Alors, en fait, je vous ferai plusieurs réponses. En fait, déjà, il faut que ce soit pensé. Donc, enfin, c'est intéressant que ce soit des philosophes qui soient derrière, parce que vous voyez que ça montre une vision de l'être humain. Donc, il y a des entreprises. Enfin, vous voyez, je pense que dans différents lycées, ça a été pensé plus ou moins. Et deuxième, donc voilà, il faut qu'il y ait des gens qui se consacrent à vous voyez, à ce travail. Moi, je suis passionnée, j'adore ça, donc ça fait 6 ans maintenant que je le fais. Les lycées avec lesquels j'ai commencé continuent, et je l'ai pas tout de suite mis en national parce que, je m'y consacrais dans mon lycée. Et en fait, j'ai vu que ça marchait bien, qu'il y avait une demande, donc je l'ai proposé ailleurs. Et ça continue dans les lycées dans lesquels j'étais au départ. Donc en fait, il faut qu'il y en ait qui le proposent. Voilà, moi je le propose. Donc s'il y a des lycées qui sont intéressés, je forme leurs équipes effectivement pour le mettre en œuvre dans leur lycée. Et deuxième réponse que je voudrais vous faire, en fait, l'État a eu l'intuition de cette formation des jeunes, mais je pense pas de manière assez suffisante. Vous voyez, là, l'État développe tout ce qui est de l'ordre de l'éducation, enfin ils appellent ça EVARS, à la vie affective. Très bien d'éduquer à la vie affective, mais comment vous faites pour éduquer à la vie affective si vous n'avez pas d'abord éduqué les jeunes à la personne humaine? C'est important en fait de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et en fait, l'État en a eu l'intuition en proposant donc dans les avec les VARS, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros c'est sorti au bulletin officiel de 2025 où les établissements doivent donner 3 heures par année à chaque élève, donc en lien avec tout ce qui est affectif, etc. Et donc, en fonction des années, on peut parler des émotions, on peut parler du respect, de plein de choses qui sont intéressantes.
Mais voilà, donc il y avait un peu cette intuition que c'est important que les élèves se connaissent. Mais je vous avoue que moi, je vais un peu plus loin, mais parce que je suis philosophe et moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner aux élèves une vision qui soit entière et pas seulement morcelée. De pas seulement regarder que les émotions, que la météo intérieure, il n'y a pas que ça, en fait. Bah oui, en fait, dans la vie, il y a des choses qu'on fait qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est pas grave, on les fait parce qu'on sait que c'est bon pour nous et que on sait que ça va nous emmener plus loin, en fait. Euh, donc voilà, enfin, donc la réponse est oui. Premièrement, l'État en a eu l'intuition, mais c'est développé, j'allais dire, c'est un début, mais qui n'est pas forcément. Enfin, moi, j'aurais été plus loin, je vous avoue. Et Mhm. deuxièmement, ben, en fait, je pense que les directeurs d'établissement, il y en a un certain nombre qui essayent de proposer des choses pour former leurs élèves. Mais voilà, il faut avoir les personnes formées. Et je pense que c'est le plus gros défi, c'est que les adultes soient formés, en fait. Et donc, moi, c'est la raison pour laquelle je propose, vous voyez, de former les adultes dans les établissements, euh, qui ensuite le transmettent aux jeunes. Ok. Et bah, justement, quand vous parliez des programmes EVARS, etc., quand vous voyez qu'il y a des solutions qui sont proposées, mais qui ne vont pas suffisamment loin, a priori par rapport à ce que vous disiez, ça vous, comment ça vous frustre? Il n'y a pas des moments où vous avez un peu envie de laisser tomber, Ah de non, dire moi, je qu'en suis fait, passionnée. ça avancera jamais. Non, alors je vous avoue, moi, je suis passionnée et je vois tellement le bienfait chez mes animateurs et chez mes élèves que, enfin non, enfin voilà, tout ce qui est fait en fait. À chaque fois que vous formez des élèves, vous savez que ça peut avoir des répercussions. Vous formez un animateur, vous savez que ça peut avoir des répercussions dans son entourage, que ce soit son entourage propre ou auprès des élèves. Donc non, je suis pas du tout désespérée. Non, non, je me dis, bah, enfin voilà, il y a plus qu'à faire. Donc allons-y. Ok, très bien. Là, on a beaucoup parlé des parcours Anthropos. Vous en proposez un autre, c'est le parcours Arcos. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous le présenter un petit peu? Oui. Oui, donc là, je vous ai parlé, vous voyez, de l'activité que je fais plutôt au niveau des lycées pour former les lycéens, enfin les lycéens, les jeunes. Et effectivement, j'ai développé le parcours Arcos, qui vient de arcane, le principe en grec. Euh, et donc que je développe donc dans des grandes écoles, enfin pour des étudiants dans des grandes écoles. Pour des chefs, en fait, la question c'est, enfin pour des futurs chefs, comment est-ce qu'on peut être un chef et diriger des hommes si on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain, en fait. Et donc c'est vraiment, vous voyez, leur donner des outils donc qui soient à la fois anthropologiques et éthiques. Éthique parce que bah voilà, quand je suis chef, de quoi est-ce que je suis responsable? Sans doute que je ferai des choses dans ma vie que je regretterais, mais dans quelle mesure j'en ai été responsable, dans quelle mesure j'ai mis en œuvre ce qu'il fallait au préalable pour faire ce qu'il y avait de plus, enfin de mieux à faire. Euh, donc voilà, donc le parcours Arco, c'est pour des plus grands, donc c'est vraiment les former à être des chefs et donc à diriger des hommes. Ok. Et Arcos, pourquoi Arcos? Ça veut dire quoi? Oui, Arcos, arcane, c'est le principe ou le chef en grec. Donc c'était pour ça. Vous voyez que moi, ça tourne beaucoup autour du grec, filiation, arcos, anthropos, ethos. Bon, c'est une certaine unité, mais c'est aussi pour Enfin, vous voyez, on revient aux racines. Moi, j'aime bien les philosophes grecs, donc c'était un peu. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais vu, mais oui, le principe, en fait, c'est la même étymologie que prince, au sens Oui, carrément. Oui, bien sûr. prince Type, de la prince. cité. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais j'aime beaucoup l'étymologie. Ça nous dit beaucoup de choses en fait sur le sens des mots. Ça nous donne des indices intéressants. Ok. J'ai vu que vous l'aviez proposé notamment à Saint-Cyr. Ouais. Euh, Comment ça se passe de faire de la philosophie avec des militaires? Parce qu'encore une fois, si on fait des clichés, on imagine mal des militaires philosopher. C'est plus des gens qui sont vraiment dans le concret, dans l'action, dans la dimension technique des choses, et pas tellement dans voilà, le questionnement très profond. Comment est-ce que ça se passe avec eux? Alors, c'est intéressant effectivement de mettre en lien les deux. Alors, je les ai étudiants, donc vous voyez, avant qu'ils rentrent
dans le feu de l'action. Mais néanmoins, je l'ai mis en place chez eux parce que, en échangeant souvent avec des militaires, je me disais, en fait, les militaires, ils ont souvent un bon sens, une intuition qui est assez importante, et tant mieux parce que du coup, ils ont besoin d'être rapides en fait face à un combat, face à la guerre, ils ont besoin d'être rapides dans la réponse. Mais en fait, je les entendais donc me raconter voilà les problématiques qu'ils avaient, etc. Et je me disais, c'est marrant parce qu'en fait, en philosophie, on a plein vous voyez, d'outils qui pourraient les aider pour leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris telle ou telle décision, en fait. Et du coup, les aider en amont, en leur montrant comment fonctionne l'être humain, pour que ceux qui, voilà, pour les mettre dans des conditions avant qu'une chose arrive. Je vous donne un exemple. Donc, j'étudie avec eux l'imagination. Et vous voyez l'importance de l'imagination dans notre vie. Qu'est-ce qu'elle peut créer qu'est-ce qu'elle peut créer chez nous. Et l'imagination, en fait, vous en avez besoin, par exemple, quand vous êtes chef, pour développer le courage, par exemple, chez les personnes avec lesquelles vous allez être en contact. Donc ça, ils savent très bien faire, je pense, au quotidien. Voilà, vous avez un soldat qui a besoin je pense par exemple au général Leclerc. Vous voyez, au serment de Koufra, pour motiver ses troupes, au lieu de passer par un discours qui, parfois, le discours est un peu abstrait, donc ça ne parle pas à tous, en fait, il leur a donné une image. Il leur a dit, écoutez, nous arrêterons le combat le jour où nos couleurs seront dressées sur la cathédrale de Strasbourg. Magnifique. Enfin, je veux dire, vous avez cette image en tête, ça vous motive en fait, parce que vous savez quel est votre objectif. Et donc, c'est beaucoup plus parlant. Donc, vous voyez, je pense à cet exemple qui peut nous donner du courage. Ouais, c'est un peu du marketing, mais c'est pareil, en marketing, en fait, c'est lié sur qu'est-ce que c'est que l'être humain, en fait. En marketing, on s'appuie sur les émotions, sur l'imagination, et ça fait partie de l'être humain, donc on va jouer là-dessus. Donc ça, c'est un exemple. Vous voyez, deuxième exemple, j'entendais un militaire qui me racontait une situation où, en fait, il avait calmé un soldat, un de ses lieutenants qui était au combat, donc au combat au Mali il y a quelques années. Et en fait, son lieutenant, ils avaient en face d'eux des combattants qui leur tiraient dessus. Le lieutenant paniqué appelle son capitaine en disant mon capitaine, on va tous y passer. Vous voyez que c'est son imagination, en fait, qui devient un peu la fée du logis. Bon, ce qu'on peut comprendre dans le feu de l'action. Réaction de son capitaine. Concentre-toi sur l'objectif, ça n'est pas ton problème, tu te concentres sur l'objectif et tu arrêtes de t'éparpiller. C'est une réaction qui peut vous paraître basique, mais néanmoins, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est que son capitaine, en fait, l'a ramené au réel, l'a ramené au présent. Et en fait, savoir en amont comment est-ce qu'on fait quand une imagination déborde, ça vous donne des outils, en fait. Le capitaine qui se dirait, mince, comment je vais faire pour le calmer, qui n'aurait pas les outils, il pourrait être plus embêté. Et vous voyez, ce lieutenant, après coup, a dit à son capitaine, mais en fait, ça m'a aidé, le fait que vous me rameniez vraiment au présent, ça m'a permis d'oublier, en fait, tout ce qui pouvait se passer, en fait. Donc voilà, c'est des petits exemples concrets qui vous montrent que, en fait, oui, effectivement, ça peut paraître contradictoire, philosophie et militaire, et en fait, non, il y a plein de liens entre les deux. Il y a plein de liens entre les deux, d'autant plus pour les chefs. En fait, on a intérêt à avoir des chefs intelligents, en fait. Enfin, les chefs, mais même les soldats. Vous voyez, les soldats, c'est ce que disait le général Leclointre, qui disait, mais en fait, vous voyez, dans l'armée, on peut retrouver une certaine interchangeabilité où les militaires peuvent changer. S'il y en a un qui meurt, en fait, il prend la place de l'autre. Ou s'il y en a un qui est blessé ou qui est empêché, il va prendre la place de l'autre. Et ça demande une certaine intelligence, en fait, de pouvoir changer facilement de poste. Donc, il y a ça, et puis il y a tout ce qui est de l'ordre éthique, en fait. Et pour l'éthique, vous avez besoin de votre intelligence, en fait. Et vous ne trouvez pas ça dommage en tout cas que pour l'instant, ce soit proposé seulement à des militaires qui sont amenés à devenir chefs une fois en poste et pas à tous les militaires? Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui peut le plus, peut le moins. Vous voyez, former des chefs, c'est intéressant parce que par la suite, ils vont pouvoir le mettre en œuvre et former ceux qui sont sous leurs ordres, en fait. Donc voilà, ensuite, il y a des régiments, là, je pense qu'il y a un régiment qui était intéressé pour que je le mette en œuvre auprès de ces sous-officiers et de ces soldats, donc c'est quelque chose qui est pensable. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement duplicable, en fait. Et pourquoi? Parce que comme ça
pourrait paraître un peu contradictoire aussi. C'est que là, en l'occurrence, typiquement dans l'exemple que vous donniez au Mali, ça a été super d'avoir un chef qui a pu calmer je sais pas comment on dit ça, la personne qui était sous ses ordres. Mais est-ce que si tout le monde en fait commence à réfléchir en philosophe dans l'armée, est-ce que ça va pas poser des problèmes d'insubordination, parce qu'il y a quand même une notion d'obéissance qui est ultra centrale et le philosophe est, dites-moi si je me trompe, mais un peu un rebelle ou en tout cas quelqu'un enfin il y a beaucoup de philosophes qui ont mal fini quand même. Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, vous voyez, vous parlez d'obéissance. Moi, j'aime beaucoup ce terme d'obéissance. Il est complètement désuet, mais j'aime bien les termes désuets. Non, mais en fait, quand on parle d'obéissance, ça vient de ob audire, ce qui veut dire écouter, en fait. Et il y a cette notion, vous pouvez entendre une sonate, vous pouvez entendre une mélodie et ne faire que l'entendre. Et écouter, ça vous demande de vraiment comprendre, ça va beaucoup plus loin que entendre. Quand j'écoute une sonate, j'en saisis toute l'unité, etc. Et Ouais. pour l'obéissance, c'est pareil. Et vous voyez, c'est Charles de Gaulle qui félicite le général Leclerc et qui lui dit: vous avez obéi en toutes choses, même en ce que je ne vous avais pas ordonné. Et je trouve ça très parlant, en fait. Celui qui obéit, il est capable de voir pas seulement la lettre, mais de voir l'esprit, en fait, vous voyez. Donc non, c'est pas parce qu'on obéit qu'on est stupide, je vous rassure. Attendez, je reprends. Donc, pardon, j'étais sur l'obéissance parce que ça me faisait penser à ça, ce que vous me disiez sur l'obéissance. Ouais. Et votre Sinon, je question. comptais la contradiction entre le fait de se poser des questions et de devoir obéir en même temps sans trop se poser de questions, surtout quand notre vie est en jeu. Oui, alors vous avez raison, c'est que effectivement, heureusement que sous le feu, je pense que heureusement que les militaires sont plus portés vers l'action que vers le sens de leur vie, etc., puisque ça risque de leur porter préjudice s'ils sont pas rapides, en fait. En revanche, ce qui est sûr, c'est que en discutant avec des militaires, vous voyez bien que quand ils sont face à une opération qui va être difficile et qu'ils savent être difficile, vers quoi se tournent-ils? En fait, ils vont se tourner vers la question du sens, ils vont se tourner vers la religion. En fait, ils sont proches de la mort, beaucoup plus que nous dans notre société actuelle. Et donc, en fait, vous voyez que c'est des personnes qui s'interrogent sans doute plus que... Enfin, je sais pas, nous, on se dit dans notre société, on a le confort, etc. Donc, la mort, elle peut nous paraître lointaine. Donc, quand on s'interroge pas sur la mort, on s'interroge pas non plus sur le sens de sa vie. Mais là, en fait, ce sont des hommes qui font le choix de potentiellement sacrifier leur vie. Et donc, il faut bien qu'ils le sachent au nom de quoi ils le sacrifient. Au nom de quoi est-ce qu'ils trouveraient ça juste je sais pas, d'être présent dans un conflit et de revenir avec 2 jambes en moins, de revenir avec un choc post-traumatique, de ne pas revenir du tout. Donc, vous voyez que forcément, en amont, je pense que ce sont des hommes, qui se sont posés des questions existentielles. Voilà. Ensuite, c'est sûr que si vous avez des philosophes, des vrais philosophes très intellectuels, chercheurs, etc., qui sont sous le feu de l'action, peut-être qu'ils seraient moins bons que les militaires. Mais vous voyez que c'est pas. C'est-à-dire que oui, il y a des profils beaucoup plus intellectuels et moins dans le feu de l'action. Il y a des profils qui sont plus dans le feu de l'action. Donc, il peut y avoir, vous voyez, 2 extrêmes entre ces différents profils. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'un militaire qui part au combat ou qui sacrifie sa vie ou qui... Enfin, vous voyez que c'est un métier qui est quand même extrêmement exigeant. Ils ne choisissent pas forcément... il y a beaucoup de choses qu'ils ne choisissent pas, en fait, dans leur métier, une fois qu'ils ont signé. En fait, forcément, vous vous posez la question, est-ce que je suis prêt... Enfin, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour ce métier? Donc, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour mon pays? Donc, j'allais dire, en fait, ils sont confrontés à cette question du sens beaucoup plus que quelqu'un qui a un métier qui est peut-être moins en lien avec de la volonté, en fait. Ok. Oui, et je pense à ça, mais Platon, c'était un lutteur. Oui, aussi. Oui. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Il y a cette Non, notion non, mais... d'activité, Oui. d'action. Oui. Ok. On va commencer à arriver vers la fin de l'entretien. Je vois que vous posez beaucoup de constats qui sont parfois inquiétants, voire alarmants, surtout sur l'avenir de la jeunesse. Mais en même temps, assez paradoxalement, vous prenez tout ça avec, j'ai l'impression, en tout cas, plutôt pas mal de légèreté. Et vous restez très, très optimiste. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? C'est une bonne question. Non, mais qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? En fait, j'allais dire, je suis émerveillée, mais comme tout philosophe. Mais bon,
En fait, il y a des constats, oui, enfin, il y a des choses qui sont, difficiles autour de nous, il y a des injustices, enfin voilà, il y a plein de mais en même temps, il y a des ressorts dans l'être humain, qui sont incroyables et en fait, on a beaucoup de choses à faire, pour développer le bien commun, enfin pour développer ce qui est bon pour les uns et les autres. Et donc, chacun en étant à sa place. Voilà, et donc moi, pourquoi est-ce que je reste optimiste? Parce que je pense que je vois dans les personnes qui sont en face de moi, mais que ce soit des adolescents ou des plus grands, je vois déjà, en tant que philosophe, je vous parlais, vous voyez, de souffrance, entre guillemets, enfin de temps long, de souffrance parfois à faire, à développer son intelligence. Mais en fait, Ouais. j'ai l'expérience en enseignant depuis autant d'années, j'ai vraiment cette expérience que, en fait, les jeunes, les adultes, enfin, en fait, à tout âge, on peut développer ce regard d'émerveillement autour de nous et qu'à notre place, on peut faire quelque chose pour la société. Donc voilà, moi, enfin voilà, je suis philosophe, j'aime chercher, interroger, transmettre, etc. Et je suis à ma place et j'adore ce que je fais et j'y suis bien. Mais vous voyez, quand je fais travailler, par exemple, les jeunes sur leurs talents, etc., mais même chez des militaires, en fait, vous avez enfin, on a beaucoup de militaires en France, mais ils ont chacun leur manière d'être militaire. Et c'est ça qui est intéressant, de se dire, bah, toi, quelle est ta place dans la société? Qu'est-ce que tu vas faire de bon pour ceux qui t'entourent? Qu'est-ce que tu vas faire de bon pour la société? Et en fait, quand vous interrogez les jeunes, les adultes, etc., bah, le fait d'en prendre conscience, chacun va réussir à trouver sa place et à construire des choses belles pour la société. Donc j'allais dire, c'est peut-être ça qui m'émerveille, c'est de voir que rien n'est jamais figé, qu'on peut toujours enfin voilà, que chacun à notre place, on peut agir pour le bien commun, pour le bien de la société et pour notre propre bien. Donc je pense que c'est ça qui m'émerveille. Et puis depuis toute petite, en fait, je suis émerveillée devant l'être humain. Enfin, je trouve que c'est un truc incroyable de voir un être humain grandir, se développer, tomber, se relever, déprimer, enfin voilà, déprimer, mais ensuite passer à autre chose, évoluer. Enfin, moi, c'est quelque chose qui vraiment m'impressionne à tous les âges. Et vous voyez, même, j'ai des exemples devant moi de personnes d'un certain âge qui évoluent et ça m'émerveille. Je pense à mes beaux-parents, par exemple, qui ont un certain âge et qui, d'année en année, vous les voyez évoluer, changer, avancer et je trouve ça très beau, en fait. Ok. Est-ce que vous avez un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent? Est-ce que j'ai un livre alors, si c'est pour rentrer dans la philosophie, il y a un petit livre qui est simple, qui est beau. C'est l'Apologie de Socrate de Platon, que je trouve intéressant, qui nous parle de Socrate. Et enfin oui, c'est celui auquel je pense. Ok, très bien. Et là, si vous aviez le pouvoir de faire quelque chose à toutes les personnes qui viennent d'écouter cet entretien, vous les inviteriez à faire quoi? Eh bien, je les inviterais, bonne question. Alors à s'émerveiller sur leur journée. Enfin voilà, qu'est-ce qu'ils ont vu de beau depuis ce matin? Et à s'interroger et donc à se dire: «Bah, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris?» et donc à développer leur intelligence. Donc voyez le fait d'être en proactivité, de se dire: «Qu'est-ce que j'ai appris?» mais même, quand on n'a pas forcément lu quelque chose, mais «Qu'est-ce que j'ai appris, de cet entretien? Qu'est-ce que j'ai appris à la pause café?» et donc d'être dans une certaine proactivité, hem, pour, heu, pour développer leur intelligence et puis à rayonner, enfin le fait de se dire: «Bah, voilà, moi quelle est ma place dans ce monde et comment est-ce que, enfin voilà, quelle est ma place dans ce monde? Comment est-ce que je fais pour participer au bien commun?» Ça Ok. fait beaucoup de choses. Bon bref, Ouais, c'est vrai. Ça fait pas mal de choses. Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, on les invite à faire ça. Claire Chaleur-Belleval, merci beaucoup.